Alors, suite à mon introduction, je vous ai parlé d'une petite série d'interviews et nous allons commencer avec Jackie Rigaud. Donc Jackie qui est bourguignon et qui fut ton professeur. Et qui fut mon professeur. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love my love. Premier professeur du vin, professeur d'université. Alors Jackie Rigaud est connu en Bourgogne pour ses quelques ouvrages sur le vin, mais je vais te laisser la parole et te laisser te présenter sur ton histoire. Eh bien, je suis très heureux d'être en Italie parce que depuis que j'ai pris ma retraite de l'université, je suis souvent en Italie, du côté de Barolo avec mon ami Aldo Vaira, et puis en Toscane avec mes amis Pasquale Forte et Elisabetta Fagioli. Et comme j'ai eu la chance, aux côtés d'Henri Jaillet, de contribuer à ce qu'on a appelé après coup le réveil des terroirs, dans les années 80, de dégustation des climats de Bourgogne, avec les vignerons qui souhaitaient, avec nous, réinvestir le message du lieu. Donc on a fait une bonne partie des grands crus dans les années 80-90 avec Henri Jaillet. Et bien maintenant que j'ai pris ma retraite de l'université, depuis bientôt 10 ans, parce que j'ai 74 ans demain, le 28 avril. Wow. Donc ça fait... Alors bon anniversaire avec un jour d'avance. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai pris ma retraite de l'université. Et donc mon amour de l'Italie depuis une quarantaine d'années maintenant, parce que j'ai connu Elisabetta Fagioli en Toscane, à San Gimignano dans les années 80. Donc, grande dame du vin. Oui, tout à fait. Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également. C'est vrai, tu l'as interviewée, Elisabetta, elle est géniale. Oui. Elle a fait l'école du Louvre, donc elle est parfaitement francophile, elle est incroyable, c'est un personnage haut en couleur. Alors, Jackie, tu dis que tu as arrêté l'enseignement à l'université. Qu'est-ce que tu enseignais à l'université? Mais déjà, et avant cette étape, quel était ton métier? Qu'est-ce qui t'a amené au vin? Qu'est-ce que tu faisais avant? Quelles sont tes origines pour en arriver à parler du... Là, on va revenir aux origines de ton terroir à toi. Oui. Je suis originaire déjà de Pouilly-sur-Loire. Mon grand-père maternel faisait du vin à Pouilly-sur-Loire, plus précisément à Saint-Andelin, où Didier Dagno, à la génération suivante, même 2 générations plus tard, faisait du vin. J'étais très ami avec Didier Dagno. Et donc, quand je suis arrivé pour mes études à Dijon, et mes copains vignerons de Pouilly et Sancerre, qui avaient fait leurs études secondaires, eux, seconde, première, terminale au lycée viticole, moi j'arrivais pour mes études supérieures, et donc ils m'ont donné l'adresse de leurs copains, fils de vignerons, fils et filles de vignerons. Donc pendant toutes mes études, j'ai fréquenté les vignerons de la côte, les enfants qui ont maintenant mon âge. Et du coup, quand j'ai eu mon premier poste à l'université, c'était pour développer la formation continue dans mon secteur d'origine, le médico-psychosocial. Et puis, comme il n'y avait pas grand-chose sur le vin à ce moment-là, et que Michel Feuillat arrivait tout juste pour développer l'œnologie, j'ai eu la charge de créer le secteur vigne, vin, terroir en formation continue pour aider Michel Feuillat à avoir un peu d'argent parce que la formation continue est payante. Donc je l'ai aidé à développer l'œnologie grâce à la formation continue. C'est comme ça qu'on a initié ce qui est devenu le DUTO, le diplôme universitaire de technicien en œnologie. Après, j'ai fait créer Vin et Culture, qui est devenu Vin, Culture et œnotourisme, puis pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs, et puis... oui, c'est là que je t'ai connu, dans pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs, où tu étais encore ingénieur à la ville de Dijon. Oui, pas ingénieur, mais en tout cas cadre au Grand Dijon, oui. Bon, et puis un DU dont j'étais très fier, qu'on avait appelé Sciences de la vigne et environnement, parce que depuis les années 60, depuis le temps de mes études, j'ai commencé mes études supérieures en 66,
Et en 1966, pas 2066. Et donc j'ai toujours été un militant de la cause des terroirs. Donc du coup j'ai développé au sein de l'université un intérêt fort pour le terroir. Noël Leneuf m'a initié, puis Noël Leneuf m'a fait connaître Robert Lautel et j'ai embarqué Robert Lautel qui était jeune retraité d'ingénieur géologue des mines, et donc il a fait une carrière viticole avec moi après, avec Robert Lautel et Henri Jaillet. On a dynamisé ce qu'on a appelé le réveil des terroirs. Alors, donc c'est ce que j'essaye de faire maintenant ici en Italie. Alors, est-ce que tu crois que tes études premières, donc tu as fait psychanalyste, oui, c'est je ça? suis docteur en psychanalyse. Docteur en exactement. psychanalyste. Est-ce que tu crois que ça t'a apporté une compréhension, enfin ça t'a permis d'approcher l'humain et le vigneron de manière différente que je dirais un amateur de vin classique ou, Là, c'est une évidence, c'est-à-dire que je me suis trouvé jeune psychanalyste et jeune universitaire à accompagner un mouvement qui était initié par des gens comme Henri Jaillet. J'ai senti que c'était une époque où il fallait absolument revenir aux bonnes pratiques. On était dans un moment de l'histoire où on a cru. Et il faut, comme dit Bernard Dugas, il ne faut pas blâmer nos pères. Dans la foulée de la dernière guerre, on a cru à la modernité, on a cru à la chimie, à la vie, on a cru à l'œnologie dans les cuveries, dans les chais. Mais malheureusement, les vins étaient de plus en plus des vins construits et de moins en moins des vins qui délivraient un message de lieu. Donc, quand j'ai découvert Henri Jaillet, parce que quelqu'un m'a mis sur la piste et m'a dit, si tu veux rencontrer quelqu'un qui est en quelque sorte le gardien du temple des terroirs et plus précisément des climats, c'est Henri Jaillet. Et donc, la première fois où j'ai vu Henri Jaillet, c'était pour son premier millésime de Cros Parentout. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai fait partie des premiers qui ont goûté au fût le Cros Parentout 78, puisque c'était son premier millésime mis sur le devant de la scène. Donc, j'ai été émerveillé par tous les vins qui étaient en plus élevés 100% fût neuf et on ne sentait pas le fût. Et on termine avec le Richebourg, parce qu'à l'époque, il était encore le fermier de Méo. Et puis il me dit, non, il y en a encore un. C'est-à-dire qu'après le Richebourg, j'ai goûté le Cros Parentout 78. Et là, ça a été une extase. Une révélation. Carrément. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais revenir. Il m'a dit, bien évidemment. Et c'est comme ça que j'ai emmené Didier Dagno, de mon pays de Pouilly, au début des années 80, quand il a voulu faire à nouveau des grands vins. Et Henri lui a transmis l'essentiel. Il lui a dit, il ne faut pas des gros rendements. Là-bas, comme ici, tous les endroits ne se valent pas. C'est comme ça que Didier a identifié un vin qu'il appelait Silex, puis après qu'il a appelé un deuxième qu'il a appelé Pur Sang. Bref, tous les jeunes que je sentais avoir un talent, je les ai emmenés fréquenter, voir Henri Jaillet. Et en plus, à l'époque, Henri, quand je lui amenais des jeunes vignerons prometteurs, on terminait toujours par des millésimes anciens. C'est comme ça que j'ai dû boire une centaine de Richebourg 59. Une centaine, j'exagère peut-être un peu, mais il avait une grande pile de 59 parce que c'était pour lui un grand millésime, à la fois qualité et quantité. Et donc, il avait une énorme pile de Richebourg 59. Donc, il n'hésitait pas à faire déguster ça dans les années 80 aux jeunes qui... Il y en a qui alors, parmi les jeunes, il y a eu oui. Alphonse Mello, il y a eu Nadi Foucault, il y a un grand vigneron Andelot, là, qui a réveillé les terroirs avec Jean-Michel Deiss en Alsace. Il y a eu Pascal Delbecq du Bordelais. Et puis, en Bourgogne, il y a eu Nadine Gubla, qui, quand elle a découvert les Chézeaux, c'est avec Henri. Henri lui a dit, t'es bien parti, vas-y. Et il y a eu Denis Mortet, bien sûr. Les premiers à être allés voir Henri, ça a été Dominique Lafont et Christophe Roumier. Bref, tous ces jeunes qui avaient du talent, eh bien, ce que j'ai contribué à faire, c'est une forme de passage. Oui, et là, effectivement, le fait que je sois psychanalyste a fait que c'était plus facile pour moi, d'une part, de flairer
les jeunes talents, Ouais. et d'autre part de les amener chez Henri et d'activer des rencontres. Par exemple, je me rappellerai toujours le fils Vacheron, qui faisait son diplôme national d'œnologue à l'université. Je l'emmène chez Henri Jaillet, on passe 4 heures avec Henri, et en sortant, il me dit j'en ai plus appris qu'à l'université. En 4 heures avec Henri Jaillet, j'en ai plus appris qu'à l'université. Alors, donc c'était pas que les vignerons de Bourgogne, ouais. c'était l'ensemble des grands vignerons, des Californiens aussi. Ouais. J'ai amené Chris Howell, Ted Lemon, etc. Enfin bref, tous ceux qui sont devenus des très très grands vignerons. Alors Jackie, toi qui défends le concept, ou en tout cas la réalité des vins de lieu, et puis la primauté, je dirais, du terroir, où le terroir est l'essence même du vin. Moi, j'ai tendance à penser, avec ma modeste expérience comparée à la tienne, tendance à penser... plus jeune, t'as le temps. Moi, j'ai passé 70 ans. J'ai tendance quand même à penser que l'humain, c'est 50% de ce terroir. C'est-à-dire que tu donnes les mêmes raisins d'une même vigne, du même millésime, tu partages la caisse en deux, ils vont quand même te faire deux vins qui vont avoir des points communs, mais qui seront quand même différents. Qui auront la patte du vigneron. Voilà. Henri Jaillet, quand on lui posait la question, si tu lui avais posé la question, tu l'as connu, Henri, toi? Non. Si tu lui avais posé la question, il t'aurait dit le terroir 50%, le vigneron 50%. Oui, tu es d'accord avec ça, mais aujourd'hui, et ça, notre voyage en 87 en Californie avec Didier Dagno a été une vraie révélation. C'est là que pour la première fois, j'ai pris conscience qu'à la question « Qu'est-ce qu'un grand vin ?», il y a deux réponses. Il y a le vin issu de la construction d'un goût, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est supérieur au vin et qui construit un goût. Et puis, il y a des vignerons, comme Henri Jaillet, qui a été le chef de file, pour qui c'est le climat, le lieu-dit, qui est le guide de leur esprit et de leurs mains, et qui du coup sont en capacité d'élaborer des vins qui délivrent un message original de lieu. C'est-à-dire qu'Henri Jaillet, il avait les brûlés, il avait les petits monts, les Chézeaux, le Cros-Parentou, et chacun de ces lieux-dits, chacun de ces climats délivre un message original, avec la patte d'Henri, bien sûr, mais un message original. Ce qui nécessite de mettre son ego de côté. Derrière le climat. On se laisse guider, notre esprit et notre main est guidé par la compréhension du lieu. Et c'est comme ça qu'Henri Jaillet, dans les premières rencontres Henri Jaillet, on appelait ça vigneron gourmet terroir du monde dans les années 90. Et les premiers, c'était des bio et des biodynamistes. À l'époque, on nous regardait comme des illuminés. N'empêche que Henri, qui ne connaissait ni la viticulture bio ni la viticulture biodynamique, il a été d'une certaine façon l'inspirateur de ce mouvement bio et biodynamisme, parce qu'il a vu que c'est là qu'il y avait la vérité. On a eu Pierre Moret très tôt, on a eu Anne-Claude Lefebvre très tôt dans les rencontres Henri Jaillet, et Henri s'est rendu compte que c'était ces gens-là qui faisaient à nouveau vivre le lieu. Et Henri, c'est lui qui m'a le premier expliqué que la notion de climat en Bourgogne est supérieure à la notion de cru. Parce que quand on a inventé les grands crus en 1935, on a par exemple pour les Chézeaux, pris les Chézeaux et puis 6 climats adjacents qu'on a rassemblés autour de les Chézeaux. Mais Henri me disait, les Treux, les Rouges, les Chézeaux, c'est 3 versions différentes de lieux-dits. Et il me disait que du coup, la notion de climat est encore plus dans la vérité philosophique de la Bourgogne, et d'une manière générale partout où il y a des lieux originaux. Moi, de plus en plus, j'aime parler de hauts lieux viticoles. C'est-à-dire que dans chaque vignoble, il y a des hauts lieux viticoles. Et qu'on fasse de l'effervescent, du sec ou du moelleux, on peut laisser s'exprimer, laisser parler le lieu. Et c'est ça qu'Henri m'a transmis et que j'ai contribué à faire vivre un peu partout, et que je contribue à faire vivre maintenant en Italie. Par exemple, avec Pasquale Forte, il a créé de toutes pièces un vignoble en bordure de Brunello de Montalcino, et là je l'aide à identifier des lieux-dits, des climats.
Il y en a déjà 3. D'accord. Anfiteatro, Melo et depuis peu Vigna je parle mal italien, des Enea. D'accord. Jackie, par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, on va se diriger vers la conclusion de cet entretien, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux jeunes, parce que toi on t'a transmis, Henri Jaillé t'a transmis, tu as fait le lien entre Henri Jaillé et tous ces vignerons que tu as fait connaître, ça a créé une émulation, tu en as écrit des livres sur ce sujet-là, et qu'est-ce que toi tu aimerais, je dirais au travers de cette interview, transmettre à des jeunes amateurs de vin, à des jeunes vignerons qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu aimerais que l'on garde de tout ça? L'essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as très bien vu, il y a eu Jules Laval qui a restauré, qui a sauvé la philosophie des climats au 19e, parce que c'était mal barré au 19e. On était de plus en plus dans des vins technologiques, industriels, aux côtés du vin commun. Donc Laval a transmis à René Angèle a transmis à Henri Jaillé, et Henri Jaillé m'a transmis cette philosophie des climats que j'aime appeler maintenant des hauts lieux viticoles. Donc ce que j'ai envie de poursuivre, ce que j'ai fait depuis pas mal de temps, et j'espère que ça va continuer, c'est transmettre cette idée que le vrai vin qui nous émeut, c'est un vin qui raconte une histoire de lieu, qui raconte dans le verre un goût de lieu, un goût original de lieu, tactile, gustatif et rétro-olfactif. Et il y a un grand terme que les Italiens ont sauvé, dans le vin, c'est le terme de viscosité, que les gourmets d'antan avaient mis au cœur de leur lecture du message de lieu, c'est-à-dire que il y a le tactile, il y a le gustatif, et entre les deux, il y a cette sensation de viscosité, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans le tactile, mais on est déjà dans le gustatif, et surtout on est dans la grande salivation. Et plus un vin est salivant, plus il va être sapide, et plus il va être long en bouche. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est tous ces messages que l'ensemble de nos sens nous permet de découvrir et de nous émouvoir. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir rencontré Gabriel Lepouzet, qui a démarré sur son intérêt pour l'olfaction et qui maintenant se centre de plus en plus sur la bouche, sur la salivation, sur le message gustatif, tactile du vin. Le grand vin qui nous émeut, c'est un vin qui délivre un message original de lieu. Et ça, c'est le grand message aussi de Jacques Puiset. Il ne faut pas oublier ce cher Jacques qui est décédé il y a peu de temps, il y a 2 ans, je crois, à qui j'ai rendu hommage. C'est un des hommages qui m'a le plus ému. Et je lui ai rendu un hommage important à ce cher Jacques, parce que lui, il nous a appris que dans le verre, on doit avoir, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, le message du lieu, le paysage et la gueule, les tripes du vigneron. Les tripes du vigneron, l'âme du vigneron. L'âme du vigneron. On a l'âme du lieu et l'âme du vigneron dans le verre. C'est ça le grand vin. C'est pas le vin qui a 100 sur 100 ou même 95 sur 100. Parce qu'au tournant du 20e et du 21e siècle, j'ai eu peur, moi. J'ai vu un dossier très 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 bien fait dans le Business Week, How American and Australian Wine are Stamping the French. Comment les vins américains et australiens vont mettre la pâtée au vin français. C'est-à-dire que dans ce dossier, on décrivait que le terroir c'est du pipeau, ça n'existe pas, c'est une pure invention française, bourguignonne en particulier, que le grand vin, c'est un vin qui a une note de 90 et au-delà sur 100 et qui exprime un goût de cépage et un goût de marque. Et dans le dossier, on disait que l'avenir, c'était le classement par basique, premium, super premium, icône. Voilà, le terroir, on s'en foutait dans ce dossier. En plus, il était même critiqué au niveau scientifique. Là, dans le vin, on doit aussi trouver une énergie. Et c'est cette énergie qui communique, en fin de compte, l'âme du vin. Bien sûr. Et c'est le grand vin aussi qui active ma propre énergie.
Ouais. Et en plus, avec Jean-Pierre Lagneau, grâce à Henri Jaillet, on a créé le verre géosensoriel, que tu connais sans doute, et qui active l'énergie du vin. Et le vin active notre propre énergie. Bon, à la tienne, Jackie. Merci pour cette interview. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les ouvrages de Jackie sur Internet, à l'Athénéum du vin. Enfin voilà, plein d'endroits. Merci beaucoup, Jackie, pour ton témoignage. C'est bien. I bet you're thinking I'm a